Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Christophe Gaviglio, je travaille à l'Institut français de la vigne et du vin. Je suis basé dans le pôle sud-ouest, dans la région gaillacoise. Je travaille essentiellement sur la mécanisation du vignoble et c'est vrai qu'une bonne grosse moitié de mon activité est consacrée à la mécanisation de l'entretien du sol et c'est à ce titre que j'interviens devant vous aujourd'hui. Donc, il m'a été demandé de vous faire un petit état des lieux des pratiques de désherbage, d'entretien du sol, et puis de décliner les différentes alternatives au glyphosate. Donc c'est ce que je vais faire en commençant par vous faire quelques diapositives, vous présenter quelques diapositives sur l'état des lieux des pratiques telles qu'elles ont été enregistrées au cours d'enquêtes statistiques qui datent de 2006 et 2010, mais qui sont toujours pour la plupart valables. Donc vous pouvez constater sur cette première diapositive que les Charentes, finalement, sont assez bien positionnées en termes de recours au désherbage chimique en plein. Le désherbage chimique en plein, pour vous, n'est plus la norme et depuis longtemps, et vous pouvez constater que ce n'est pas le cas dans toutes les régions viticoles françaises, hein, vous voyez les spots orange en particulier. Néanmoins, les herbicides restent utilisés sur 90% des parcelles, et du glyphosate est utilisé sur 70% des parcelles viticoles. Quelle est la place de l'enherbement dans tout ça? Puisque l'enherbement, le désherbage, c'est toujours la balance à trouver, en fait, l'équilibre à trouver dans les stratégies d'entretien du sol. Vous voyez là encore une fois que les Charentes sont assez bien positionnées en termes de place de l'enherbement dans les stratégies d'entretien du sol, et ce depuis aussi assez longtemps. Se pose néanmoins la problématique de la concurrence par rapport à l'enherbement, et donc d'un désherbage sous le rang efficace, donc la problématique des alternatives sous le rang est vraiment importante. Si on regarde maintenant pour toutes les régions et les modes de désherbage, vous voyez ici, j'ai entouré en rouge la place que les Charentes occupent en termes de répartition des stratégies mixtes, mécaniques non chimiques, chimiques exclusifs. Vous avez ici une très grande représentativité des solutions justement alternatives mixtes, travail du sol et chimique, par rapport à chimique exclusif qui est encore minoritaire. Donc c'est plutôt bien. Néanmoins, on peut travailler sur toutes les solutions alternatives sous le rang, puisque vous voyez que les pratiques évoluent entre 2006 et 2010, et avec sans doute la même dynamique entre 2010 et aujourd'hui. Vous voyez que les stratégies mécaniques non chimiques ont progressé fortement, même si elles sont aujourd'hui à un niveau encore faible, alors que le désherbage chimique exclusif baisse. Alors, quelles sont les stratégies de désherbage chimique les plus courantes aujourd'hui? Bien évidemment, il s'agit essentiellement des associations pré plus post-levée, avec le glyphosate qui permet de faire place nette avec son action racinaire, associé à un antigerminatif pour prévenir les nouvelles levées. On a éventuellement un rattrapage plus tard en saison, dans l'été, si la durée de désherbage ne suffit pas. Alors, quelles seraient, dans ce contexte-là, les conséquences d'un retrait du glyphosate? Donc, soit on garde des stratégies avec des herbicides, à ce moment-là, on a des foliaires seuls et on va avoir une sortie d'hiver qui n'est pas facile à gérer. Donc, j'en reparlerai pour les stratégies alternatives. Et dans le cas de stratégies mixtes, on pourrait envisager de combiner du désherbage foliaire avec du désherbage mécanique, ou autre chose, par exemple. Et donc là, il faut réinventer le moment où on utilise les herbicides, le moment où on utilise une alternative pour positionner les deux et permettre de réduire l'utilisation des herbicides. Dans l'autre cas, on est dans un basculement complet vers les alternatives. Et quelles sont-elles? Donc le mécanique, le thermique, le biocontrôle, l'utilisation des robots, l'utilisation d'un désherbage électrique et éventuellement un mix, un mélange de toutes ces solutions. Quand on parle des alternatives au glyphosate, de quoi parle-t-on exactement? On parle d'alternative à quelque chose qui est pratique, on parle d'alternative à quelque chose qui est efficace, qui a fait ses preuves, et à quelque chose aussi qui, aujourd'hui, sur le marché, est compétitif. Et face à ça, on a du désherbage mécanique, du désherbage thermique, le biocontrôle, les robots, l'électrique. L'enjeu est de comprendre par rapport à ces trois critères, praticité, efficacité, compétitivité, comment se positionnent ces alternatives et quelles sont les évolutions ou les optimisations que l'on peut en attendre.
Alors justement, en parlant de positionnement, le désherbage mécanique est relativement peu pratique, hein, il faut le dire, puisqu'il y a une certaine technicité qui est requise pour les opérateurs, compréhension du fonctionnement, réglage, etc. Par contre, on sait que c'est relativement efficace, qu'on sait bien utiliser, bien positionner. Et clairement, le désherbage mécanique souffre aujourd'hui d'un problème de compétitivité, à la fois lié au coût du matériel et au coût d'utilisation, c'est-à-dire le nombre d'interventions nécessaires. Du côté du désherbage thermique, on a quelque chose qui est relativement pratique, hein, qui est assez efficace, mais au prix d'un nombre d'interventions et d'une consommation de gaz assez élevée, donc qui grève la compétitivité. Quand on parle de biocontrôle, on a quelque chose qui est pratique, vraiment praticité d'usage comparable à celle des désherbants, qui est efficace quand c'est très bien positionné, j'y reviendrai, et qui par contre aujourd'hui souffre d'un réel manque de compétitivité compte tenu du prix au litre et des quantités nécessaires à l'hectare. Du côté des robots, on a un côté pratique, évidemment, puisqu'on va déléguer les opérations de désherbage à un robot, donc on allège considérablement le temps de travail, qui est efficace a priori quand on va l'utiliser correctement, et qui aujourd'hui souffre d'un léger déficit de compétitivité, puisqu'on est sur une phase où les robots coûtent encore très cher. Du côté du désherbage électrique, je le détaillerai tout à l'heure, on a quelque chose de pratique, d'efficace, et qui souffre, comme les robots, d'un problème de compétitivité lié à la jeunesse en fait, de cette technique en vigne. Alors, cette partie robot électrique est à valider par l'expérience, puisque je l'ai soulevé et j'y reviendrai. On a aujourd'hui un déficit de connaissances sur le bon positionnement, la bonne utilisation, la bonne gestion du travail du sol avec ces deux alternatives. Je vais commencer par développer maintenant le désherbage mécanique. En termes de désherbage mécanique, ce qui est important, c'est de limiter les risques de la transition désherbage chimique vers désherbage mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire limiter les risques? C'est limiter les risques de blessures sur souche, limiter les risques d'impact agronomique importants sur la vigne. Donc, c'est la maîtrise technique des outils qui est importante, c'est la connaissance des parcelles qui va compter, c'est l'établissement du vignoble qui sera important pour le bon fonctionnement des outils. Et enfin, c'est la connaissance des outils et de leur capacité intrinsèque qui va jouer. Je reviens sur la maîtrise technique. Il s'agit vraiment de maîtriser les réglages, tant en termes d'hydraulique que de mécanique. Il y a un certain nombre de choses à maîtriser pour que l'outil travaille correctement dans la bonne zone, sans forcer et avec une certaine efficacité. La connaissance des parcelles, c'est simplement savoir vraiment dans quoi on met les outils. Est-ce qu'il y a un réseau racinaire qui est très superficiel? Est-ce que ce réseau racinaire a capacité à se redéployer dans le sol? Et donc, est-ce qu'il y a un risque quand on va chercher à s'approcher des souches avec les outils d'arrachage, de sectionnement? C'est aussi connaître la capacité de ressuyage des sols après des précipitations importantes pour passer dans des conditions de sol correctes. L'établissement du vignoble, alors je l'ai illustré par la petite photo que vous avez là sur la diapositive. Par exemple, vous avez un piquet de fort diamètre entre deux souches qui crée une zone très difficile à désherber pour la plupart des outils. Et enfin, vous avez la connaissance des outils, c'est vraiment savoir quelle est la capacité de désherbage intrinsèque de l'outil par rapport à l'état du sol, par rapport à l'état de développement des adventices. Et donc savoir dans quelles conditions on peut intervenir ou pas, parce qu'on a tel ou tel type d'outil dans sa gamme, ou du moins dans son hangar. Voici ici un cycle qui vous présente les grands principes pour maîtriser le désherbage mécanique. Si vous avez quelque chose à retenir de cette présentation sur le désherbage mécanique, c'est là et la diapo suivante. Il s'agit de rester toujours dans une capacité d'anticipation maximum pour rester efficace, pratique et compétitif. Ça commence dès la sortie de l'hiver, c'est-à-dire dès que les sarments sont broyés et dès que l'état du sol le permet. Et donc là, on va avoir une première intervention qui sera plus une intervention de préparation que de désherbage à proprement parler, puisque souvent, mettons si on est mi-février par exemple, on n'a pas une grosse activité des mauvaises herbes, mais on va se créer des conditions très favorables à la reprise des sols au printemps, c'est-à-dire la période critique. Et donc là, dès que l'état du sol le permet, et en fonction de la croissance des adventices, on va répéter les interventions. En période estivale, ça va être beaucoup plus rapide et en fonction du besoin.
et autour de la récolte en fonction du développement des mauvaises herbes. Est-ce que c'est un facteur de gêne pour la récolte? Est-ce que c'est problématique aussi pour la fin de maturation? Donc on peut décider d'une intervention à ce moment-là. Donc tout ça est un cycle. Et donc la façon dont on gère la fin de saison va avoir une incidence sur le début de la saison suivante. Hein, on n'est pas sur un process linéaire, on est vraiment sur des activités cycliques. Et donc il faut bien penser à la manière dont on gère la fin de saison pour préparer la saison suivante. Donc les grands principes à retenir en désherbage mécanique: anticiper, ne jamais se laisser déborder par les mauvaises herbes, gérer les déplacements de terre. Tous les outils créent des déplacements de terre. Donc l'alternance des outils, la succession des opérations va permettre de gérer ces déplacements de terre. Alterner des outils, pour la raison que je viens de citer, mais aussi pour s'adapter aux différentes conditions dans lesquelles on travaille. Des fois, on a besoin de quelque chose de très rapide. C'est le point suivant, favoriser la vitesse. Favoriser la vitesse pour gagner un petit peu en compétitivité avec le désherbage mécanique et prendre en compte le reste de l'itinéraire technique, par exemple le relevage ou les pamprages. Alors dans les diapositives suivantes, je vais vous montrer un certain nombre de matériels choisis justement parce qu'ils sont simples et qu'ils peuvent être utilisés rapidement dans des stratégies qui donc favorisent la vitesse de travail, le débit de chantier pour gagner en compétitivité. Tout d'abord, la lame bineuse passive, donc un outil vraiment simple, passif, qui peut se monter derrière une dent sur un cadre de travail du sol. Vous avez sur cet outil une lame qui fait office de gouvernail et qui permet à l'outil de rester sorti en fait, sous le rang et donc de vraiment faire le désherbage du cavaillon. Il n'y a aucun dispositif d'effacement, un outil complètement passif qui n'utilise pas beaucoup d'énergie, mais pour un entretien uniquement. On ne va pas utiliser cet outil en début de saison, par exemple, pour reprendre les sols. Outil suivant, le disque de chaussage. Lui pourrait être utilisé en début de saison, par exemple. Son intérêt est d'être utilisé aussi très rapidement, puisqu'il n'intervient pas du tout entre les souches. Il intervient de manière indirecte entre les souches, puisqu'il pousse la terre, il va fragmenter la terre, il va dissocier les modes de terre des adventices, et il va déplacer de la terre d'un côté du rang, ou du cavaillon en tout cas, vers l'autre, et donc par ce principe-là, maîtriser le développement des mauvaises herbes. Donc on va l'utiliser rapidement. Là encore, c'est un outil qui est non spécifique, qui pourrait être éventuellement combiné avec une autre opération. Autre outil non spécifique, éventuellement combinable avec autre chose, les rotors de binage. Là, on a des doigts souples, avec très peu de risque de blessure, pour un entretien régulier et à des vitesses de travail importantes. Le principe de ces outils, c'est de finalement perturber l'état de surface du sol sur le cavaillon pour casser les levées des adventices à des stades très jeunes en fait. Il ne faut pas attendre une couverture du sol importante pour intervenir avec cet outil. Il faut vraiment intervenir le plus tôt possible. Enfin, dernier point, les disques d'émotage. Donc, ce sont des disques qui travaillent le long des souches. Ça délimite bien le rang de l'interrang, donc ça peut bien délimiter l'enherbement de l'interrang de la zone travaillée avec les outils intercept. C'est un outil avec son inclinaison qui va permettre de gérer en partie les déplacements de terre et qui va aussi faciliter l'action des intercepts, puisque par exemple, on va déjà avoir travaillé la zone dans laquelle le pivot d'une lame intercept va travailler. Ce sont des outils qu'on va utiliser à une vitesse importante aussi, et donc qui sont très favorables au débit de chantier. Donc voilà pour le désherbage mécanique. Je vais aborder maintenant le désherbage thermique. Alors pourquoi j'en parle? Puisque c'est une alternative qui est techniquement au point, et donc il mérite d'être un petit peu détaillé. Donc c'est au moins 5 passages dans l'année, c'est 40 kg de propane par hectare. Pourquoi on s'y intéresse malgré ces petits inconvénients? C'est que si on a un sol léger, superficiel, sensible à l'érosion, donc dans lequel on veut éviter de travailler le sol, et malgré tout on veut se passer d'herbicide, eh bien voilà, c'est une des solutions envisageables. Aujourd'hui, c'est au point dans le sens où le phénomène de bulles d'air chaud qui remontait vers les souches, qui pouvait brûler un peu les grappes ou les feuilles, est parfaitement maîtrisé. On a des radiants qui sont très directifs, donc de ce point de vue-là, ça marche bien. Autre détail technique intéressant, ça marche bien aussi dans des conditions humides, puisque la vaporisation instantanée qui est provoquée par ce radiant très chaud va permettre de mieux englober toutes les parties aériennes des mauvaises herbes à détruire. C'est le même principe qui est repris finalement dans les déclinaisons de ces outils avec de la mousse,
Et le principe de ces déclinaisons avec de la mousse, c'est d'accentuer le temps de contact de la chaleur sur les parties aériennes des mauvaises herbes à détruire. Voilà pour le désherbage thermique, intéressant mais coûteux et énergivore. Les robots. Alors les robots, je ne vous les présente pas en tant que nouvelle alternative, mais plutôt en tant que déclinaison intéressante d'alternatives existantes, comme le maintien d'un enherbement ou le désherbage mécanique. Vous avez ici donc à gauche le robot de tonte Vitirover et à droite le robot de binage de Naio Technologies. L'idée avec ces robots, c'est qu'on va pouvoir complètement changer d'approche par rapport à l'entretien du sol. On va utiliser des techniques existantes, comme la tonte ou le désherbage mécanique, mais avec peut-être plus d'intervention, moins de profondeur de travail, donc moins de puissance requise, plus de régularité aussi, moins on force, plus le travail peut être régulier, peut-être plus de fréquence, donc une meilleure anticipation de la croissance des mauvaises herbes, une intervention sur adventices toujours très jeunes, donc un meilleur contrôle de la flore a priori, et donc par voie de conséquence une limitation de la concurrence exercée. Un autre avantage de l'utilisation des robots, c'est qu'a priori, on va utiliser moins de puissance et moins de poids dans les parcelles, et malgré un nombre de passages important, on pourrait avoir moins de tassements, puisqu'on parle d'unités qui vont peser entre 700 kg et 1 tonne, contre 4 tonnes 5, 7 tonnes pour les tracteurs ou les porteurs couramment utilisés. Les acteurs de la robotique aujourd'hui commencent à être un petit peu nombreux. Alors vous en avez partout dans le monde. Je vous ai présenté par exemple un robot de l'université de Sydney développé pour le maraîchage. Il y a en France des acteurs importants de la robotique agricole. C'est une chance, donc il faut en profiter pour les voir, les solliciter, voir ce que ça donne. Et pratiquement tous viennent du maraîchage. Les premières applications de la robotique agricole, c'est pour le maraîchage chez nous. Et la viticulture est une voie de diversification intéressante et complètement pertinente au regard des enjeux dont je viens de parler. Donc les acteurs en France sont Citia, avec sa plateforme Pumagri, Naio Technologies, avec le robot Dino pour le maraîchage, le robot TED pour la vigne, Vitibot, avec le robot Hector qui sera décliné en robot Bacchus pour les vignes étroites, et Vitirover dont j'ai parlé précédemment. Qu'en attendre ? Eh bien, aujourd'hui, ils sont en phase de développement actif. Il n'y a pas encore un gros marché, mais il y a des prototypes de pré-série qui vont tourner dans les vignobles et qui vont permettre d'acquérir beaucoup d'expérience et de faire progresser très vite ces robots pour un déploiement plus grand sur le marché dans le futur. Autre alternative possible, éventuellement combinable avec l'application par un robot, pourquoi pas le biocontrôle. Alors le biocontrôle, j'en parle puisqu'il y a un produit sur le marché qui s'appelle le Beluca, développé à l'origine par la société Jade, repris maintenant par la société Belchim. Quel est le principe de ce produit de biocontrôle ? Donc, il est obtenu à partir d'extraits végétaux. Il s'agit d'acide nonanoïque en fait, qui agit par déstructuration de la cuticule des plantes, donc ce qui le rend très sensible à l'action des UV, et donc il va permettre le dessèchement des membranes cellulaires, enfin la perméabilité des membranes cellulaires qui fait le dessèchement de la plante en fait. Donc il y a un effet de ce produit qui est un effet de contact strict. Il n'y a pas d'action racinaire. De ce fait, en fait, ce produit est à utiliser comme une alternative et pas comme un désherbant classique. En fait, ça serait l'erreur en fait de l'utiliser comme un désherbant classique. De par son action mécanique, il faut vraiment le raisonner de manière différente et l'appliquer à des stades clés, à des adventices très jeunes et dans des conditions dans lesquelles on est sûr de son efficacité, c'est-à-dire des conditions plutôt lumineuses, plutôt chaudes aussi, et avec un matériel d'application assez pointu pour avoir une couverture optimale des parties aériennes des plantes à détruire. Autre point sur ce produit, il a un effet d'épamprage, ce qui rend son utilisation combinée à certains stades de l'année, en mai-juin, une application combinée épamprage-désherbage, pourquoi pas. Dernière alternative dans ma liste, le désherbage électrique. Alors, c'est une technologie en fait, qui nous vient du Brésil et qui a été reprise par une société qui s'est montée en Suisse, qui s'appelle Zasso, et qui est en train de développer donc, un prototype de désherbage électrique pour la vigne. Le principe, donc, c'est qu'une électrode va permettre de toucher les parties aériennes des plantes et va aussi donc,
créer un arc électrique avec le sol. Donc le but, c'est de faire passer cet arc électrique dans toute la plante, partie aérienne et partie racinaire comprises, pour avoir un effet complet. Et c'est là en fait que cette alternative présente un intérêt par rapport au mode d'action du glyphosate et son action racinaire. On pourrait avoir une efficacité comparable. Donc ça reste à valider par des essais de terrain. On se pose aussi des questions sur l'impact sur la faune, pourquoi pas, sur le coût, sur la puissance demandée, parce qu'il faut créer quand même des arcs électriques assez puissants pour avoir cette action. Et puis quelle stratégie? Alors si effectivement on a cette action racinaire efficace, on va aller vers des stratégies très comparables avec celles qu'on avait avec le glyphosate auparavant. En conclusion, vous comprendrez qu'il n'y a pas une solution unique ou simple quand on parle d'alternatives aux désherbants. On a un panel de propositions qui sont à utiliser différemment, c'est-à-dire pas en substitution pure. Il ne s'agit pas simplement d'atteler un matériel en disant « hop, ça remplace le désherbage ». Non, on doit réapprendre les stratégies, on doit les réinventer, prendre en compte les interactions qu'il y a avec le reste de l'itinéraire. Et malheureusement, il y a aujourd'hui pour ces alternatives un surcoût qui paraît inévitable. Alors l'espoir, c'est que ces stratégies ayant vocation à se développer à plus grande échelle, on ait justement des économies d'échelle qui permettent de limiter ce surcoût pour les utilisateurs que vous êtes.